Bonjour. Hello and welcome. Buenos dias. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Trisha Wind et je suis chef de programme partage des connaissances et d'innovation du Partenariat mondial pour l'éducation. On utilise souvent le sigle en anglais GPE KICS pour cette initiative. Bienvenue à ce webinaire concernant l'appel à proposition que le KICS a lancé le 16 mai. L'appel invite à soumettre des propositions pour devenir les partenaires de mise en œuvre dans le cadre d'une nouvelle initiative sur la résilience du système éducatif de l'Observatoire du GPE KICS. Je vous parle d'Ottawa, Canada, qui est situé sur le territoire non cédé de la nation Algonquine-Anishinaabe, dont l'intendance des terres et des eaux, que nous appelons aujourd'hui Ottawa, remonte à des temps immémoriaux. Voici notre heure du jour. Je présenterai brièvement le CRDI et le KICS, puis mon collègue Taïb Fall, administrateur de programme KICS, présentera le thème de l'appel, les questions de recherche et les objectifs. Ensuite, Sergei Kovalchuk, administrateur principal de programme, passera en revue ce que nous attendons dans notre proposition de projet. Nous allons continuer à répondre aux questions que nous avons reçues par courrier électronique. Nous aurons ensuite le temps de répondre aux questions supplémentaires que vous pouvez soumettre en direct au cours de ce webinaire. Nous en aborderons autant que possible au cours de cette heure. I'll switch to English here. Before we À begin, présent, je vais passer à l'anglais. Avant de commencer, je vais mentionner quelques instructions. Ce séminaire est enregistré et sera ensuite posté en ligne. Et aucun nom ne sera visible dans l'enregistrement. Nous allons parler en anglais et en français avec l'interprétation simultanée qui est disponible, l'anglais, le français et l'espagnol. Vous pouvez donc cliquer en bas de votre fenêtre Zoom et vous recherchez l'icône qui ressemble à un petit globe pour la fonction interprétation. Quand vous cliquez sur l'interprétation, vous verrez une fenêtre s'ouvrir qui vous permettra d'avoir plusieurs options. Vous pouvez choisir votre langue de préférence à partir de ce moment-là. Les diapositives que nous allons utiliser sont en anglais. Si vous voulez les avoir en français ou en espagnol, vous trouverez des liens à ces diapos dans la langue de votre choix. Donc, vous pourrez y accéder. Ça, c'est la troisième diapositive que nous montrons maintenant. À présent, je passe à la quatrième diapositive et je retourne vers le français pour quelques instants. Je commencerai par précéder le CRDI. Le Centre de recherche pour le développement international, ou le CRDI, est une agence du gouvernement canadien. Il finance la recherche appliquée en Asie, en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient sur une série de sujets qui incluent l'éducation. Le KICS est une initiative conjointe du Partenariat mondial pour l'éducation, le GPE, et le CRDI. C'est le partage des connaissances et d'innovation de et pour 90 pays partenaires du GPE. Et l'objectif de KICS est arrimé à celui du GPE, soit de soutenir les pays partenaires du GPE afin qu'ils disposent et utilisent les données probantes et l'innovation dont ils ont besoin pour accélérer l'accès, les résultats des apprentissages et l'égalité des genres grâce à des systèmes éducatifs équitables, inclusifs et résilients. KICS est composé de 3 parties interconnectées. Celles-ci sont illustrées dans le diagramme. Au sommet, on se trouve l'échange d'apprentissage. 4 pôles régionaux rassemblent des personnes qui travaillent dans le système éducatif pour l'apprentissage et l'échange. Leur priorité guide les appels à la recherche appliquée lancés par le CRDI. La recherche est conçue pour être utile à ces systèmes éducatifs. Lorsque la recherche est prête, elle peut être partagée aussi par les pôles. Les pôles identifient également les besoins en matière de soutien au pays. Cela permet d'obtenir des preuves et de renforcer les capacités en fonction des besoins politiques particuliers. Maintenant, je suis dans le 5e diapositive.
Alors, comme nous allons l'expliquer avec l'Observatoire, nous avons 6 projets d'observatoire avec 90 pays partenaires dans le GPE qui seront organisés dans différents groupes et qui sont ici montrés en différentes couleurs sur la carte. Alors, pour vous donner un peu de contexte de l'origine de cette initiative, lorsque la pandémie du COVID-19 a commencé, beaucoup de nos pays partenaires ont cherché des occasions de parler des réponses pratiques, de politiques, pour pouvoir apprendre des expériences des uns des autres et ensuite adapter les projets, en particulier pour pouvoir atténuer les effets de la pandémie pour ceux qui étaient les plus vulnérables. Donc, avec beaucoup de différences et des impacts tout à fait différents selon les types d'enseignants, selon les types d'apprenants. L'origine, donc, de l'Observatoire qui a permis de faciliter justement ces systèmes d'apprentissage pour soutenir les apprenants dans les différents systèmes éducatifs en Afrique. Ce projet a été conduit par l'association en Afrique et le Centre africain. L'Observatoire a donné beaucoup d'analyses qui ont été rapportées au niveau du Hub Afrique, KIX, et vous trouverez les résultats sur le site. À partir de cette expérience de la pandémie, beaucoup d'acteurs ont compris que les systèmes éducatifs n'étaient pas forcément bien équipés pour faire face aux chocs et aux interruptions, que ce soit dans des cas de crise sanitaire majeure ou les effets du changement climatique ou d'autres chocs. Il pourrait y avoir d'autres interruptions, d'autres problèmes également. Donc, les appels ont commencé par émerger pour renforcer la résilience des systèmes éducatifs, pour renforcer l'inclusion, l'équité, la résilience. Cette initiative donc a donné naissance à ce projet, notamment en préparation de cet appel, qui a également étudié les documents, les différents projets, qui a aussi conduit des entretiens des différents pays partenaires pour préparer cet appel. À présent, je vais passer la parole à ma collègue qui va parler davantage de cette initiative de l'Observatoire. Bonjour, je vais parler en français. Je vous demande donc de mettre vos casques pour écouter la traduction. Merci. Bonjour. Dans cette section, je parlerai de la portée de l'Observatoire, des objectifs, des questions de recherche et de la structure de l'initiative. L'objectif global de cette initiative est de contribuer à l'amélioration de la résilience des systèmes éducatifs des pays partenaires du GPE grâce à la recherche et aux données probantes. Les partenaires de mise en œuvre auront pour tâche d'établir et d'exploiter des observatoires régionaux, de mener des recherches appliquées et de mobiliser le résultat. Puisque nous allons mentionner plusieurs fois le concept de résilience des systèmes éducatifs, voici une définition proposée par Johannes Dulks et collaborateurs. Il s'agit de la capacité d'un système éducatif à absorber, résister et s'adapter aux perturbations tout en assurant la continuité de ses fonctions vitales. Deux aspects de la résilience du système éducatif sont d'un intérêt particulier pour l'initiative de l'Observatoire. D'abord, les pratiques existantes liées à la résilience des systèmes éducatifs dans les pays partenaires du GPE. Bien que le concept de résilience des systèmes éducatifs ait été adopté dans le discours sur le développement international, il existe un manque de consensus sur sa signification en théorie et en pratique. Ainsi, l'objectif de l'Observatoire est dans un premier temps d'examiner les significations et les pratiques de la résilience des systèmes éducatifs dans les pays partenaires du GPE, notamment la manière dont les perturbations passées et actuelles influencent la préparation du système éducatif et les problèmes que les pays tentent de résoudre grâce aux efforts de résilience des systèmes éducatifs. La mise en œuvre de ce volet de recherche
pourrait prendre la forme d'études de cas et de comparaison entre pays, entre autres approches. Ensuite, l'initiative s'intéressera à l'anticipation des perturbations futures des systèmes éducatifs. L'étude de cadrage a également révélé que peu de travail a été fait pour anticiper les perturbations futures. Nous espérons donc que les partenaires de mise en œuvre exploreront les paysages changeants et les perturbations futures potentielles dans les pays partenaires du GPE, en particulier celles qui n'ont jamais été vécues auparavant, et leur implication pour les groupes marginalisés. Ce volet de l'étude s'appuiera sur des éléments de prospective stratégique via la collecte et l'analyse de données, ainsi que l'exploration des implications dans un horizon de 5 à 10 ans. En s'appuyant sur les enseignements de l'étude de cadrage, le premier objectif est de générer et de mobiliser des preuves sur la manière dont les acteurs de l'éducation comprennent et mettent en pratique la résilience des systèmes éducatifs. Le deuxième objectif est de générer et de mobiliser des informations sur les paysages changeants, les perturbations futures potentielles et les approches efficaces pour y faire face. Le troisième et dernier objectif est d'utiliser les données probantes générées pour identifier des recommandations en matière de préparation aux crises et de résilience des systèmes éducatifs des pays partenaires du GPE. L'initiative sera guidée par 3 questions de recherche. Premièrement, comment les acteurs de l'éducation comprennent-ils et mettent-ils en pratique la résilience des systèmes éducatifs dans les pays partenaires du GPE? Deuxièmement, quelles perturbations futures des systèmes éducatifs dans les pays partenaires du GPE sont envisagées par les parties prenantes de l'éducation? Et enfin, quelles sont les approches potentiellement efficaces pour faire face à ces futures perturbations? L'initiative de l'Observatoire couvrira les pays partenaires du GPE dans 6 régions. Une en Amérique latine et dans les Caraïbes, une en Afrique subsaharienne et 4 en Europe et Asie centrale, Moyen-Orient et Afrique, Asie du Sud et du Sud-Est et la région Pacifique. Les partenaires de mise en œuvre examineront les significations et les pratiques de la résilience des systèmes éducatifs et exploreront les paysages changeants ainsi que les perturbations futures dans les pays partenaires du GPE. En outre, conformément au mandat du GPE, les observatoires régionaux se concentreront sur l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, ainsi que sur la formation des enseignants. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Serhi, qui va revenir sur les détails de l'appel à proposition. Hello everyone. Bonjour à tous. Alors, nous venons d'entendre quels étaient les objectifs de cette initiative, de l'Observatoire. Maintenant, je vais parler de certains détails de l'initiative. Est-ce que nous allons chercher au niveau des personnes qui vont faire la demande et des propositions qui seront partagées? Au cours des mois passés, nous avons donc étudié les personnes qui ont fait la demande. Nous voulons également souligner que c'est assez différent des anciens appels à propositions. Ce n'est pas la même chose que ce que nous avons fait auparavant. Auparavant, nous parlions de conduire des recherches pour d'autres innovations probantes. Ici, nous sommes dans une autre approche. Nous cherchons des organisations qui vont nous aider à mettre en place l'initiative de l'Observatoire. Par la mise en place, nous voulons parler de mobiliser des recherches sur ces 2 sujets principaux, sur les pratiques, la résilience du système éducatif et étudier les perturbations futures potentielles
dans les pays partenaires GPE. Si vous voulez faire la demande et répondre à l'appel en tant qu'organisation, en tant que consortium, vous devez bien sûr répondre à ces critères pour les partenaires. Et tous ces partenaires qui veulent faire la demande doivent avoir des connaissances fortes dans les sciences sociales et la recherche de ces sciences sociales, d'une bonne compréhension du secteur éducatif dans ces régions, des très bonnes références en termes de recherche et de connaissances. Et cela doit se faire dans les pays à faible ou moyen revenu. Si vous ne remplissez pas tous ces critères, mais vous êtes intéressé par cet appel à proposition et vous pensez que vous avez quelque chose à contribuer à cette initiative, bien sûr, vous pourriez, par exemple, constituer un consortium. Dans le document pour l'appel à proposition, nous avons également des critères d'éligibilité que vous devez également consulter. Comme cela a été mentionné auparavant, nous aurons donc 6 observatoires régionaux, un projet par région, avec plusieurs projets que nous allons pouvoir étudier dans chaque région. Le projet d'observatoire régional dans chaque région sera avec soit une organisation individuelle ou un consortium jusqu'à 3 organisations pour chaque région. En dehors de ces partenaires, nous pourrions avoir par exemple des consultants en recherche si besoin. Alors, quelques attentes, bien sûr, pour les partenaires qui mettront en place ce projet. Nous voulons vous encourager à considérer tous ces points lorsque vous préparez votre appel à proposition. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y aura 2 composantes majeures dans l'initiative de l'Observatoire, la considération des initiatives existantes, la recherche pour le développement, la recherche pour l'avenir, et nous voulons que cela soit fait en lien avec ces 2 composantes. Nous avons reçu plusieurs emails où les personnes qui n'avaient qu'un seul des 2 critères ou des 2 composantes. Nous voulons avoir les 2 composantes dans cette initiative. Alors que vous vous préparez pour cette proposition, gardez en tête qu'il y a d'autres initiatives en lien avec la résilience des systèmes éducatifs. Et nous aimerions que l'Observatoire soit complémentaire à ces initiatives dans les propositions. Nous voulons que ces propositions soient en ligne ou alignées à ces initiatives. Nous allons vous donner des exemples de telles initiatives, certaines initiatives qui sont soutenues par le GPE, d'autres par d'autres acteurs. Merci de garder cela en tête et de vous positionner en fonction des différentes initiatives qui ont lieu. Nous attendons à ce que les personnes qui vont souscrire à cette initiative puissent non seulement conduire des recherches, mais également mobiliser. Et vous devez être focalisé sur l'action. Lorsque nous allons étudier les perturbations potentielles futures avec différentes méthodes, nous comprenons bien sûr que la méthodologie peut être nouvelle pour certains qui ne seront peut-être pas très familiarisés. Si vous n'êtes pas familier avec cette méthode de recherche future, par exemple, pensez à développer des partenariats avec des expertises ou des chercheurs dans le domaine. Nous voulons également soutenir par le partage des connaissances et le soutien. Nous attendons également nos partenaires à faire cette demande et cette approche au travers de l'égalité, de l'équité et de l'inclusion, GEI, de savoir comment gérer les questions de crise. Souvent, ces questions sont invisibles dans la gestion des crises. Donc, c'est important de considérer également les besoins de ces groupes les plus vulnérables. Donc, GEI doit être mise en place ou considérée dans la conception du projet. Et dernier point, nos partenaires doivent pouvoir également participer dans la communauté de pratique que vous allez établir pour pouvoir partager des expériences, des informations au niveau des différents partenaires dans les régions, sur le processus de recherche, sur leur stratégie, sur les résultats préliminaires et les autres stratégies. Donc, gardez en tête tous ces aspects et toutes ces attentes, tout ce qui est attendu des candidats.
Pour chaque région, nous avons des budgets basés sur le nombre de pays et les considérations de chaque région. Nous demandons aux candidats de proposer un budget en considérant la limite et les activités qui seront mises en place. Lorsque vous allez faire votre budget provisionnel, pensez à l'étendue de et l'échelle de vos activités, de la mobilisation dans votre région. Vous pouvez également voir les critères de l'évaluation, mais en résumé, nous cherchons des propositions qui pourront avoir des justifications claires et solides qui montrent votre intérêt, pourquoi vous aimeriez être partenaire dans cette initiative pour montrer vraiment votre niveau de motivation pour pouvoir apporter donc des méthodes et des conceptions de projets qui soient solides, pour pouvoir également montrer qu'il y a une stratégie de mobilisation et de connaissances qui soit forte, avec des processus de changement, de suivi, d'évaluation également de l'apprentissage, montrer également une capacité, une expertise qui soit nécessaire pour pouvoir mener à bien le projet et pour pouvoir justifier également de votre budget. Ici, un rappel du calendrier. Donc, les candidatures ont été lancées le 16 mai et la date limite sera le 11 juillet avec une révision des propositions en juillet et en août et les résultats seront notifiés le 2 septembre à tous les candidats. Je vais passer la parole à présent à Trish. Merci beaucoup. Alors, jusqu'ici, nous avons parlé de certaines questions que nous avons déjà reçues par email. Et Seri et moi-même, nous allons parler maintenant des autres questions que nous avons reçues. N'oubliez pas que certaines questions sont très spécifiques à une organisation en particulier, à une idée en particulier. Nous ne pourrons pas répondre à toutes les demandes individuelles. Nous allons donner une version plus générale des questions qui nous ont été transmises. Alors, nous allons continuer. Je suis à page 22 à présent. Première question qui parle de l'éligibilité, que les organisations qui sont dans des pays qui sont basés dans des pays à faibles et moyens revenus, mais qui ne sont pas encore membres des partenaires des pays GPE. Donc oui, c'est possible. Bien sûr, nous nous focalisons davantage sur les pays partenaires du GPE, mais nous voulions le clarifier. Quand nous parlons de LMIC, nous parlons des pays avec les faibles et moyens revenus. Vous trouverez d'autres détails sur ce point. Alors, une autre question, est-ce que les sièges des organisations qui sont dans des régions LMIC peuvent avoir des chercheurs qui, eux, sont basés ailleurs? Oui, bien sûr, tout à fait, c'est possible. Alors, une autre question concernant l'éligibilité, est-ce que des bureaux nationaux d'organisations internationales peuvent être également des candidats? Si vous êtes une organisation avec plusieurs lieux, votre siège doit être dans un pays à faible ou moyen revenu. Les candidats principaux doivent être basés dans un de ces pays-là. D'autres questions? Dans le secteur, est-ce que les organisations du secteur privé peuvent faire la demande? La réponse est oui. Des propositions qui montrent effectivement comment la connaissance financière ou comment les autres connaissances vont pouvoir contribuer au budget, au projet. Les seuls acteurs du secteur privé qui ne seront pas autorisés sont ceux qui ont des projets à profit. Donc, vous pourrez vérifier ensuite notre politique des pays GPE si vous voulez savoir davantage d'informations sur ce sujet. Est-ce que les bénéficiaires des bourses actuelles des projets KICS, GPE ou Education Out Loud peuvent faire la demande, bien sûr? Dernière question, la réponse est non. Les ministères d'éducation ne peuvent pas être des partenaires de consortium dans cet appel à proposition. La plupart des autres financements vont déjà au ministère de l'Éducation par différents mécanismes. KICS est un mécanisme supplémentaire qui finance différents acteurs. Donc, les candidats, bien sûr, peuvent s'engager avec les gouvernements locaux, les partenaires stratégiques en recherche, etc. Mais les ministères d'éducation en tant que tels ne peuvent pas recevoir des financements. Alors, d'autres questions
concernant les points de focus. Est-ce que cet appel couvre tous les niveaux de l'éducation, de la maternelle jusqu'au tertiaire? Alors, le KIC se focalise notamment sur la petite enfance, sur l'éducation du secondaire et du tertiaire. Donc, gardez en tête que également l'éducation professionnelle sont également dans cette initiative. Est-ce qu'il y a un minimum ou un nombre maximum de pays qui peuvent être couverts par l'Observatoire régional? Alors, l'Observatoire régional doit pouvoir couvrir tous les pays dans la région. Dans le document, vous avez la liste de tous ces pays. Nous comprenons bien sûr qu'il ne sera peut-être pas possible de cibler tous les pays. Donc, nous avons un document qui peuvent également inclure tous les pays d'une région pour pouvoir, mais qui peuvent se focaliser notamment sur un certain nombre de plus petits pays, mais qui doivent englober tous les pays. Vous pouvez classifier donc les pays par groupe, travailler autour de ces groupes. Si c'est plus facile, je reviens à ma planche précédente. Dernière question, est-ce que des initiatives peuvent couvrir les régions prédéfinies dans l'appel? La proposition non. Les initiatives doivent s'aligner avec les régions prédéfinies et les propositions seront considérées. Nous allons bien sûr soutenir les communautés de pratique dans tous les projets, dans les régions de l'Observatoire. Ce sera une occasion de pouvoir interagir et collaborer, mais chaque partenaire doit vraiment se focaliser dans la région qui lui a été assignée. Nous sommes maintenant à diapo 26, si vous êtes en train de me suivre en français, dans la version française. Prochaine question, comment soumettre une proposition? Est-ce que c'est uniquement en ligne? La réponse est oui. Il y a une page d'accueil sur cet appel à proposition. À partir de là, vous trouverez un lien vers les documents, vers les questions les plus fréquentes. Vous trouverez également une autre fonction qui vous dit cliquez pour souscrire en ligne et là, vous aurez le formulaire en ligne. Les propositions qui seront faites par email ne seront pas prises en compte. Concernant le nombre de propositions, une organisation peut-elle soumettre plus d'une demande dans le cadre de cet appel à proposition? Nous encourageons les candidats à soumettre une seule candidature. Bien sûr, une organisation peut le faire au travers d'un consortium. Ensuite, une question sur les extrants de l'Observatoire. Pouvons-nous fournir des lignes directrices concernant le nombre de rapports que l'Observatoire devrait produire, leur portée géographique, leur fréquence et leur complexité? Alors, cela reste vraiment entre vos mains. Ça fait partie du process. Nous demandons aux candidats de développer leur propre stratégie. Leur stratégie doit pouvoir présenter des extrants donc de recherche, des documents, ainsi que des produits de deuxième catégorie, des infographies, etc., avec différents utilisateurs et différentes ressources qui seront disponibles. Nous n'avons pas d'attente particulière concernant le nombre d'extrants pour chaque observatoire régional, mais certainement, notamment pour les produits de connaissances secondaires, il y aura tout type différent. Pourtant, c'est important pour nous que les extrants puissent être rendus disponibles. Donc, pensez à une suite de résultats. Une autre question que nous avons reçue, est-ce que vous vous attendez à avoir une certaine normalisation ou harmonisation entre les différentes questions? On n'attend pas que les stratégies et des termes de recherche ou de résultats ou de stratégie. Toutefois, comme cela a été mentionné, il y aura une communauté de pratiques pour les utilisateurs et nous allons compter sur la digitalisation si nécessaire. Donc voilà, ça c'était les questions que nous avons reçues avant le webinaire et maintenant nous allons répondre aux questions que vous avez encore. Pour poser une question, vous avez un rappel dans le chat pour le dire. Vous pouvez cliquer sur la fonction de questions-réponses dans le webinaire et vous pourrez ainsi écrire votre question et appuyer sur envoyer. Les questions seront
présenter publiquement, mais les collègues vont en fait les recevoir et nous les envoyer à nous, donc sans indication de votre identité. Nous avons encore 30 minutes disponibles avec nos collègues qui sont en train de collecter les questions. N'hésitez pas à patienter le temps de pouvoir y répondre autant que possible. Siri, voilà. All right, so I think the Alors, first question comes je to crois me. que la première question s'adresse à moi. Est-ce que on préfère les propositions de consortium ou d'organisations individuelles? En fait, on n'a pas de préférence. Toutes les soumissions bénéficient de la même attention. Une autre question que nous avons reçue, est-ce qu'il est possible pour qu'une organisation principale agisse en tant que organisation principale? Oui, les organisations peuvent demander, faire appel aux services de consultants et peut s'agir de consultants. Bien sûr, nous ne voulons pas les traiter comme partenaires de consortium. Alors, cette question. Dans la partie de résultats, il est mal mentionné comment est-ce que le projet va s'assurer d'être complémentaire avec les autres initiatives. Est-ce que vous voulez bien expliquer ce que vous voulez dire par les initiatives complémentaires? Est-ce qu'il s'agit uniquement des partenaires, des initiatives par rapport à... en fait, il s'agit des deux dans la logique de la proposition, de vos propositions. En fait, il faudrait montrer comment, dans quelle mesure votre proposition capitalise ou mobilise d'autres initiatives dans la région qui sont similaires, qui fassent partie de Geeks ou GPI ou d'autres. Dans tous les cas, il s'agit donc de mobiliser l'apprentissage. La pertinence, est-ce que l'initiative doit être alignée avec ce qui se passe dans la région? Ce qu'on vous demande, en fait, c'est de voir ce que d'autres initiatives ou acteurs ou autres sont en train de faire par rapport à la résilience dans l'éducation et voir comment ce que vous proposez apporte une valeur de plus ajoutée à cela. Parce qu'on ne veut pas avoir de chevauchement ou de duplication des efforts des autres initiatives. Notre question reçue, c'est la suivante. Nous sommes un institut enregistré d'organisation, mais qui n'est pas enregistré. Est-ce qu'on doit être enregistré pour pouvoir soumissionner? Oui, il faut être enregistré dans un pays ou autre. Les organisations individuelles, NGO, organisations de la société civile, universités, des instituts de recherche, des think tanks, des réseaux, des associations, des organisations du secteur privé ou des fondations privées qui ne sont pas à but lucratif. Est-ce qu'il est possible pour qu'une soumissionnaire principale d'être également donc chef de file et institué dans un pays fixe? Oui. Alors, l'organisation principale doit être installée dans un pays GPE. Les membres de la consortium peuvent venir d'autres pays, qu'ils soient partenaires de GPE ou pas, ou des pays à fort revenu élevé ou pas. Une autre question porte sur le budget. Dans le budget, dans la partie qui porte sur le budget, on a demandé d'expliquer pourquoi est-ce que les montants sont demandés par rapport à la recherche. Est-ce que vous pourriez expliquer les détails? Est-ce qu'on doit présenter une justification par activité ou est-ce que ça devrait être plus général par rapport aux résultats? Donc, il y a deux façons dont vous allez faire cela. Il y a un formulaire de budget et avec des notes de budget. Et donc, vous devez inclure des notes pour chaque élément que vous incluez dans le budget et il faut qu'il y ait une justification descriptive du montant, de l'explication par rapport à la méthodologie de la proposition. Et puis, dans la proposition, on s'attend également à avoir une proposition, une explication
explication brève. Pourquoi est-ce que vous demandez ce montant d'argent? Bien sûr, vous pouvez lier cela aux résultats et aux produits. Concernant la demande de CV de 2 pages pour le soumissionnaire principal, est-ce qu'on doit présenter le CV d'une seule personne? Non, en fait, on demande plus parce qu'on vraiment veut que ce type d'initiative porte sur une équipe. Donc, présentez les CV de tous vos équipes, tous les membres de votre équipe et recherchez, mettez en avant les expertises et les domaines couverts par l'appel à proposition. Expliquez comment c'est couvert par les expertises de votre équipe. Dans la TIC qui porte sur la capacité, vous demandez donc la structure de l'équipe avec les différents rôles. Est-ce que la présentation de l'équipe doit montrer uniquement les rôles, mais ou alors ajouter des détails concernant certains individus. En fait, on vous propose, on recommande que vous fassiez les rôles et les personnes qui vont remplir ces rôles. Mais si vous n'avez pas des personnes identifiées à ce stade, vous pouvez expliquer ou mettre en avant plus les rôles et les expertises nécessaires par rapport à ces rôles. Et puis, je vais en fait demander à Serhi la question suivante qui arrive. Oui. Concernant le document supplémentaire, nous savons que vous demandez un plan de travail. Est-ce qu'il y aura un document qui sera un formulaire qui sera présenté? Sergey, est-ce qu'on va donner un formulaire standardisé? Parce que généralement, nous ne le faisons pas. Oui, justement, vous êtes libre d'utiliser votre propre format. On n'a pas un fichier Excel ou un document Word ou un format spécifique, mais on voudrait avoir une compréhension spécifique de votre activité proposée, du calendrier, des produits, etc. Les informations qu'on trouve habituellement dans ce type de plan de travail. Alors, il y a une question sur la recherche. Est-ce qu'on doit formuler des questions de recherche nouvelles sur la base des 3 questions déjà établies dans l'appel? C'est noté dans le document de l'appel. Vous pouvez avoir des directives, des questions d'orientation selon la portée de vos activités, la méthodologie et la région cible. Donc, ce que vous avez dans le document d'appel, c'est vraiment à titre d'orientation générale et vous allez donc adapter cela au travail spécifique que vous allez faire dans la région cible. Est-ce que les équipes peuvent venir de plusieurs universités dans le même pays? Oui, bien sûr. Les équipes peuvent travailler dans plusieurs institutions de recherche et travailler dans la même équipe, absolument. Nous avons une question concernant les institutions des Nations Unies, si elles peuvent faire partie des partenaires consortiums. Oui, elles peuvent, mais elles ne peuvent pas être organisations principales. Il n'y a que les organisations basées dans les pays à revenus faibles intermédiaires peuvent être organisations principales. Est-ce que la connaissance peut également être générée par les pays non partenaires GPE en tant que mécanisme de GPE pour que KICS vraiment sert les mécanismes donc, si c'est nécessaire, si on a besoin de se focaliser les régions définies dans l'appel, à partir de cette question, vous allez vous demander quelles sont les bonnes pratiques dans d'autres endroits, il peut y avoir une certaine flexibilité, mais en fait, la portée de ce travail doit porter en fait autour et partir des pays partenaires GPE. Alors, nous avons encore une question. Est-ce qu'une organisation, une parapluie d'écoles privées dans des pays ciblés soumissionnés, est-ce qu'ils ont besoin d'être endossés par le gouvernement? Donc, il faut qu'il y ait une organisation, des associations qui doivent être enregistrées dans le pays, mais ils ne sont pas obligés d'être endossés ou soutenus par le gouvernement. Et puis, nous voudrions également attirer votre attention sur les 4 principaux critères qu'on a à définir pour le choix des partenaires
partenaires, vous devez avoir un historique de recherche solide dans la région ou au niveau du pays. Vous devez avoir une expérience de recherche scientifique, etc. Il ne s'agit pas d'un projet, c'est un projet de recherche et non pas de mise en œuvre. Donc, il faut faire attention à tout cela. Question, est-ce qu'il y a des domaines spécifiques qui sont prioritaires pour l'Observatoire régional? En fait, je vous renvoie au document d'appel. En fait, il y a différents domaines où la résilience de l'éducation doit être prise en compte. De manière générale, on veut que vous regardez la région sur laquelle vous travaillez, décidez quels aspects de résilience et quels sont les domaines qui sont les plus pertinents et également par rapport aux autres organisations ou initiatives qui sont en cours, quelles sont les contributions que pourrait apporter votre projet par rapport à la résilience des systèmes d'éducation. Donc, nous n'avons pas prédéfini les domaines, que ce soit au niveau régional ou sous-régional, et on va vous demander de choisir quels domaines sont les plus importants pour votre proposition. Une autre question reçue, est-ce que nous devons être dans le même pays pendant la période du projet ou est-ce qu'on peut voyager? Oui, bien oui, les organisations peuvent planifier, budgétiser pour tous les besoins de voyage ou de déplacement dans le cadre du projet, mais comme nous l'avons déjà mentionné, on ne s'attend pas à ce que vous voyagez, que vous rendiez dans chaque pays de la région cible. Vous devez réfléchir à comment est-ce que vous pouvez travailler sur les différents pays. Certainement que vous pouvez vous rendre dans certains pays pour collecter des données et d'autres objectifs. Est-ce qu'il y a une limite au temps consacré par les équipes? En fait, le RDCI généralement conseille que cela ne dépasse pas, les frais de personnel ne dépassent pas 25% du budget, mais selon les circonstances, on peut envisager que cela dépasse cette limite, mais il faudrait vraiment justifier pourquoi ce serait le cas. Une autre question encore. Cela dit, pourquoi une des questions de recherche porte sur les approches effectives pour traiter les perturbations futures dans les pays partenaires GPE. Donc, pour cette question de recherche, est-ce qu'on peut inclure une évaluation d'impact des interventions spécifiques qui sont ou qui ont été mises en place? Donc, on ne s'attend pas à ce que les projets de mise en œuvre traitent de cet aspect-là. En fait, quand on fait des consultations qui sont avec les parties prenantes pertinentes et pour voir quels sont les indicateurs ou les facteurs de changement dans le cadre des discussions, vous pouvez discuter avec eux les solutions potentielles qui sont déjà peut-être disponibles ou certaines des choses qu'ils pensent déjà mettre en place. Donc, on n'a pas besoin de faire une évaluation d'impact dans le cadre d'initiatives de l'Observatoire. Il s'agit plus d'une consultation. Quel est le niveau d'impact du RDCI sur le projet lui-même? En fait, le personnel du CRDI ne vont pas mettre en œuvre eux-mêmes ces projets. Donc, il s'agit le personnel du CRDI gère les subventions. On agit en tant que coordinateur, comme CRDI l'a dit. On va donc faciliter les relations entre les communautés de pratique avec les différentes organisations impliquées dans ces projets pour essayer d'identifier les complémentarités possibles, voir les mécanismes d'immobilisation de connaissances entre les projets. On peut vraiment vous aider à établir des relations avec les autres initiatives du Hub KICS et voir comment on peut capitaliser l'impact à travers cette initiative. Est-ce que les organisations multilatérales peuvent participer, par exemple, un consortium d'agences des Nations Unies, les agences UN et les organisations multilatérales peuvent faire partie des consortiums, mais ils ne peuvent pas être organisations principales, à moins que leur
leur siège se trouve dans un pays à revenu faible, à modéré, à intermédiaire. Est-ce que l'Observatoire doit travailler sur tous les sujets indiqués dans les documents de l'appel ou choisir des sujets prioritaires pour la région? S'il vous plaît, choisissez. Les observateurs régionaux doivent travailler sur les domaines par rapport à l'examen des pratiques de résilience des systèmes d'éducation. Donc, le document d'appel mentionne, par exemple, le changement climatique, la migration, le déplacement des personnes, la sécurité alimentaire, le financement de l'éducation, la santé publique, peut-être les catastrophes naturelles. S'il vous plaît, proposez d'autres domaines si vous pouvez voir une certaine pertinence. Quel devrait être le domaine d'intérêt de votre proposition? Oui, allez-y. Et puis, je suppose que la question suivante est similaire à ce que vous venez de dire. Les soumissionnaires, encore une fois, est-ce que le projet doit mentionner, porter sur tous les domaines mentionnés dans les documents de l'appel? Et comme Trisha vient de le dire, vous n'êtes pas obligé de couvrir tout. Vous devez vous focaliser sur les domaines qui vous semblent être importants dans le contexte dans lequel vous allez travailler. Par exemple, si vous allez travailler sur l'observatoire dans la région Pacifique. Donc, la thématique du changement climatique est très pertinente à cette région. Donc, certainement que vous pouvez envisager cela dans d'autres régions. Peut-être que ce sont les conflits et le déplacement des personnes. Ça dépend du contexte sur lequel vous allez travailler. Et donc, vous n'êtes pas obligé de décider de ces domaines maintenant. Vous pouvez regarder l'étude préparatoire, et faire des consultations et décider donc des domaine prioritaire de votre projet. Pour clarifier l'implication de consultants ailleurs que des pays à revenus faibles et intermédiaires. Oui, la équipe de recherche et les organisations partenaires dans un consortium peuvent venir d'un pays qui ne sont pas à revenus faibles et intermédiaires, mais l'organisation principale doit venir d'un pays à revenus faibles et intermédiaires, mais le reste des équipes ou des organisations peuvent venir de n'importe quel pays. En ayant un partenaire du Nord global, est-ce qu'il y a un avantage à voir cela? Non, ce n'est pas obligatoire et toutes les soumissions vont être prises en compte sans avoir de préférence spécifique à une soumission que le fait qu'elle ait ou pas un partenaire du Nord global. Est-ce que l'acteur principal du projet peut être un consultant qui ne fait pas partie de notre équipe? Oui, c'est le chef du projet et recruté spécifiquement pour ce rôle. Oui, absolument. Quelles sont les parties avec lesquelles les observatoires régionaux est-ce qu'ils devraient s'impliquer dans les régions? En fait, on vous encourage à faire une évaluation, une cartographie des parties prenantes rapides pour comprendre qui est impliqué dans la mise en place de la résilience des systèmes d'éducation. Certains pays ont, par exemple, des ministères ou des agences responsables de la gestion des désastres ou des catastrophes naturelles et ils peuvent avoir des politiques qui peuvent avoir un impact sur le secteur de l'éducation. Tout cela pour dire que vous ne devriez pas vous limiter à l'examen de ce domaine par rapport aux acteurs de l'éducation, mais plus que certains devrait plutôt travailler sur les différents aspects de planification de projet. Alors, je vais ajouter, parce que c'est quelque chose qui est très important quand on parle de résilience. La résilience, c'est une idée transversale, transsectorielle, et on veut vraiment que ces initiatives prennent en compte quelle est l'implication pour les secteurs de l'éducation, mais il faut réfléchir à un niveau plus large.
Donc, il faut qu'il y ait une focalisation sur l'égalité des genres, l'équité et l'inclusion. Réfléchissez à ces aspects et qui doit être impliqué dans ce type de recherche pour vraiment voir qu'on travaille à un niveau critique, voir comment la réaction ou la gestion des catastrophes ou la résilience des systèmes éducatifs peut renforcer l'égalité de genre, l'équité et l'inclusivité. Est-ce qu'il y a une préférence pour une méthodologie de projection dans les composantes de l'initiative? Non, nous n'avons pas de préférence pour une méthodologie spécifique. Ce que vous choisissez, vous devez vous assurer que cela est adapté, que ça va vous aider à réaliser votre projet. Certaines méthodologies sont pertinentes si vous avez, ça peut être les trois horizons, etc. Beaucoup d'exemples de méthodologies dont vous pouvez vous inspirer. Est-ce qu'un consortium de 3 institutions, par exemple, est-ce que toutes ces institutions doivent être enregistrées et créées de manière officielle? Oui, certainement. Tous les partenaires d'un consortium doivent exister de manière officielle et légale. Est-ce qu'on doit mobiliser la connaissance de tous les pays dans notre région? Alors, les observatoires doivent couvrir tous les pays dans la région, mais on ne considère pas que la mise en œuvre de 2 composantes de l'observatoire, de faire une réalise de chaque pays partenaire GPE dans la région cible. Donc, vous pouvez envisager, par exemple, d'inclure tous les pays de la région dans un document, par exemple, sur l'application des parties prenantes, mais de travailler sur un ensemble de projets, un ensemble de pays plus limités pour la mise en œuvre. Réfléchissez à comment est-ce que cette initiative peut être utile à tous les pays de la région. Est-ce que les études de cas pour de la période de la COVID peuvent être encore utilisées pour les initiatives de l'Observatoire régional? En fait, il s'agit de moyens et de pratiques par rapport, oui, certainement, si vous pensez qu'il y a des études de cas dont on parle, comment les pays, par exemple, traitent ces sujets de résilience et des méthodologies ou les pratiques, tout cela peut alimenter en fait la première question, la première composante. Mais ce qu'on essaye derrière tout cela, c'est que quand on a réalisé l'étude préparatoire, on s'est rendu compte rapidement que la résilience dans les systèmes éducatifs a un sens différent par rapport aux différentes personnes et cela peut être prendre une autre mesure dans la mise en œuvre sur le terrain, même si on parle beaucoup. Et donc, on essaie de voir comment les différents pays comprennent et pratiquent la résilience des systèmes d'éducation et leur réaction par rapport à la COVID peut alimenter tout cela. Donc, ça, c'est une question qui revient de nouveau, mais puisque quelqu'un vient de la poser, peut-être que c'était pas clair. Est-ce que le budget pour les frais de personnel peut dépasser les 25%? Oui. Normalement, alors le CRDI n'autorise pas que le budget pour le frais de personnel dépasse les 25%. Toutefois, étant donné la nature de ce type d'initiative, le CRDI peut prendre en compte des projets qui dépassent les 25%. Bien sûr, on ne peut pas aller à 80%, mais il faudrait expliquer, justifier le budget du personnel et ce que cela comprend. Une autre question, est-ce que vous préférez que l'Observatoire travaille sur les chocs au niveau national ou sous-national? Dans le document d'appel, nous avons défini des paramètres généraux pour la recherche avec des suggestions de quelles sont les composantes sur lesquelles il faudrait travailler. Nous avons demandé aux soumissionnaires donc, de préciser par rapport à la région de cible. Donc, si vous pensez que vous avez besoin de travailler plus sur les perturbations à différents niveaux, c'est à vous de décider.
Est-ce qu'une agence peut soumettre une proposition pour 2 sous-régions dans la région de... Nous proposons plutôt que vous ne le fassiez pas. Si vous voulez, vous pouvez soumissionner une proposition pour 2 sous-régions spécifiques, mais garder cela séparé parce que nous avons déjà fait les allocations de budget par rapport aux régions sur le document d'appel, etc. Donc, s'il vous plaît, gardez les choses séparées, bien sûr, comme on l'a dit, les initiatives qui sont financées à travers cet projet de observatoires ne seront pas isolés les uns des autres. Nous comprenons qu'il y a des interactions et certainement des opportunités de recherche, de mobilisation de connaissances dans la région et qui peuvent dépasser la région. Mais dans ce sens, nous préférons que les propositions travaillent ou soient cadrées de manière séparée par rapport aux régions. Tout à fait. On nous demande de préciser ce qu'on veut dire quand on dit que le CRDI va soutenir les partenaires à travers l'aspect de renforcement de compétences et de pratiques. Dans le cadre de tout cela, dans la communauté des partenaires, on envisage d'organiser des webinaires, des formations sur les méthodologies de projection, si nécessaire, pour partager avec eux les ressources, ou alors les noms des experts auxquels ils peuvent faire appel. Peut-être que je peux ajouter quelque chose ici, si ça vous dérange pas. Le CRDI soutient de plus en plus le travail sur les méthodologies de projection, que ce soit dans la santé ou d'autres sujets. Pas encore dans l'éducation. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder le site web de CRDI pour voir d'autres initiatives et peut-être que vous allez avoir d'autres idées sur comment est-ce que les organisations qui font des recherches sur le développement sont en train d'adopter cette méthodologie dans différentes manières. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez trouver quelques projets qui peuvent vous inspirer sur notre site web. Est-ce qu'on prévoit de porter un soutien afin que le ministère de l'Éducation puisse contribuer avec des informations, faciliter le travail? Oui, on s'attend à ce que les soumissionnaires ont déjà une expérience de travail avec les ministères. PICS envoie des courriers aux ministères pour leur présenter donc les bénéficiaires des subventions et les projets. Nous n'allons pas en fait soutenir des activités spécifiques de collecte d'informations, mais étant donné l'historique de nos relations avec les parties prenantes dans la région, mais nous pensons donc que effectivement les bénéficiaires vont bénéficier et tirer profit de cet historique. Sur la question, encore une fois, de l'Observatoire régional pour l'Afrique, est-ce que l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Centre sont traités comme des entités séparées en raison de la taille considérable du projet, ou est-ce qu'il s'agit de sous-régions? En fait, nous considérons que c'est une seule région, c'est l'Observatoire régional pour l'Afrique qui comprend toutes les sous-régions de l'Afrique. On arrive à la fin ici. Alors, est-ce qu'on peut prendre d'autres questions? Quelle est la date cible de demande de recherche? On pense que la recherche va commencer donc au moment de l'attribution des subventions en décembre. La dernière question, probablement, est-ce qu'il y aura une opportunité ou une exigence de présenter ou discuter les projets proposés avec les candidats qui seront retenus en shortlist? Non, il n'y aura pas de shortlist. Les décisions finales ou la sélection finale sera basée sur les propositions sélectionnées et puis à partir, les soumissionnaires retenus pourront ainsi travailler à affiner leurs propositions et démarrer leurs travaux. Très bien, je crois qu'on devrait conclure.
Alors, nous sommes à la fin de ce webinaire. Nous espérons que ça vous a été utile, que ça vous a permis de clarifier certaines questions que vous aviez concernant l'appel à proposition, les documents et l'initiative des observatoires. Vous pouvez continuer à envoyer vos questions si vous en avez encore à l'adresse email et nous pourrons y répondre, mais nous vous encourageons également à vérifier, à consulter la page des questions fréquentes que nous allons continuer à mettre à jour avec d'autres documents, d'autres réponses. Et nous allons donc vous rappeler certaines dates clés. Donc, la date limite de soumission sera le 11 juillet. Ensuite, il y aura un examen et sélection des propositions recommandées entre le mois de juillet et août avec les critères établis. Et ensuite, nous allons notifier donc les soumissionnaires au mois de septembre les résultats.